Bienvenue. Et puis je suis très contente de tous vous accueillir aujourd'hui, d'accueillir Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Yves Bellorger, Sarah Wider, et pour faire cette conversation, qui est la première sur l'architecture, art et architecture, en partenariat avec Paris-Malaquais. Et avec Julien, mon fils, parce qu'on fait c'est quelque chose de famille, amical, sans contrainte, au gré de nos désirs, de nos envies. Et je vais passer la parole à Julien. Bien, merci à tous d'être là pour l'inauguration de ces résidences de conversation. C'est quand même l'aboutissement d'un projet qui a 10 ans déjà à peu près. Ça fait longtemps que ma mère voulait construire sur les hauteurs de la propriété. Il y a eu plusieurs architectes qui se sont cassés les dents sur ce projet, jusqu'à sa rencontre avec Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, qui ont su relever le défi. Et cet endroit est donc dédié à des séries de conversations qu'on a voulu mettre sous le patronage d'André Bloch, parce qu'on est quand même chez André Bloch. Et peut-être... je voudrais dire 2 mots d'André Bloch rapidement, principalement pour cette première conversation. André Bloch donc, est un ingénieur de formation, il n'est pas architecte. Je crois qu'il découvre l'architecture avec un camarade au syndicat du caoutchouc, puisqu'il travaillait pour le syndicat du caoutchouc. Il se lance alors dans sa revue Architecture d'aujourd'hui, qui a changé plusieurs fois de nom, je crois, au cours du temps. Et donc il découvre l'architecture à cette occasion. Et là on est déjà en 1900, dans les fin des années 20. L'architecture aujourd'hui c'est 1930, voilà, donc déjà dans les années 30. Et donc anime cette revue qui a un aspect technique aussi, qui parle des matériaux. Il vient du monde du caoutchouc. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, tout est bouleversé pour lui, puisque André Bloch est juif, il doit échapper aux persécutions. Il se réfugie dans le sud de la France, à Biot, et il a la chance de trouver un lieu de refuge. Et là-bas, il perd tous ses revenus professionnels. Il est renvoyé du syndicat du caoutchouc. Le contrôle de la revue doit être délégué pour masquer sa présence. Et dans l'effondrement de la Deuxième Guerre mondiale, lui vit quelques années productives, puisqu'il découvre la sculpture. Tout seul, il découvre la sculpture et il se met à sculpter. Donc c'est un ingénieur qui découvre l'architecture en 1930 et qui découvre la sculpture en 1940. Et après la guerre, puisqu'il a eu la chance d'avoir survécu, eh bien, il fait la synthèse de cet ensemble en fait, d'apprentissage, d'ingénieurs, d'architectes, de sculpteurs, et produit ici sur le site de Meudon, qu'il achète en 1949, produit une maison, puis utilise le jardin de cette maison comme atelier à ciel ouvert, où il produit des sculptures habitacles. Donc une sculpture habitacle 2 qui se trouve, que nous on appelle l'igloo parce qu'elle a une forme un peu blanche, et une autre sculpture qui s'appelle la tour, qui elle est toute rouge, comme la glace et le feu un peu, à l'intérieur de la propriété. Et donc cette idée de sculpture habitacle vraiment représente l'aboutissement de recherche pour lui, puisque ce sont à la fois des prouesses d'ingénieurs, ce sont à la fois des prouesses d'architectes, ce sont à la fois une prouesse de sculpteurs et même de peintres, puisque la sculpture habitacle 1, qu'on appelle l'igloo, est donc peinte. Donc on voit la synthèse des arts qu'il a découvert au fil de ses apprentissages, et il le met en œuvre dans cet atelier à ciel ouvert que représente la propriété de Meudon, et il l'anime à l'intérieur de sa revue. Malheureusement, Bloch meurt assez prématurément, puisqu'il meurt en 1966, c'est ça, d'un accident mortel en Inde. Du coup, il n'a peut-être pas eu le temps de déployer ce geste autant qu'il l'aurait voulu. La revue lui a survécu, mais le geste architectural a continué sans doute à imprégner des étudiants, à imprégner des professeurs, mais lui n'a pas eu le temps de le développer autant qu'il aurait voulu. Aujourd'hui, dans ces résidences de conversation, nous essayons de reprendre un peu la balle au bond, en quelque sorte. Non pas que nous sommes des architectes, mais disons, lui-même faisait vivre cette idée de synthèse des arts, à la fois à travers sa pratique
architecturo-artistiques, mais aussi à l'intérieur de sa revue, Architecture d'aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer à faire vivre ce programme de synthèse des arts à travers les conversations qu'on va organiser dans la résidence ici, construite par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Bon, c'est adapté aux moyens de communication modernes. Lui, il le faisait avec une revue dans les années 30 et les années 40. Nous, on va le faire à travers des podcasts, sur les réseaux sociaux, des vidéos. Mais l'idée est vraiment de reprendre le flambeau un peu d'André Bloch et de poursuivre la conversation en animant un peu ces conversations comme lui le faisait à l'intérieur de ses revues. C'est pour ça qu'on est ravis aujourd'hui d'accueillir les concepteurs de la serre qui va servir d'écrin à toutes ces conversations. Merci Nathalie de nous avoir permis de travailler ici. Voilà, merci à vous. C'était difficile, mais c'était inspirant parce qu'il faut comprendre l'endroit où on est. Merci à Marcos aussi qui a travaillé avec nous et Julien qui est là-bas, qui se sont occupés du projet. Vous habitez là. Hein. Et peut-être que le lien qu'on peut faire, c'est quelqu'un qui s'intéresse à notre travail depuis très très longtemps, qui est Patrice Goulet. Patrice Goulet, dernièrement, il était à la Cité de l'Architecture, et puis pendant très longtemps, il était rédacteur de la revue Architecture d'aujourd'hui. Et avant, il travaillait à la revue Architecture. Enfin, c'est à ce moment-là que, en tant que jeune architecte, il avait terminé son diplôme. C'était Claude Parent qui l'avait présenté à André Bloch. André Bloch, donc, s'occupait de cette revue Archi d'aujourd'hui. Et Patrice Goulet a travaillé avec lui en tant que rédacteur. Et donc, quand vous connaissez Architecture d'aujourd'hui, c'est tous ces numéros qui sortent systématiquement avec des architectures différentes, des architectes différents, des pays. Des fois, ils s'occupent de l'architecture sous-marine, des fois de ce qui se passe au Brésil. Des fois, là, c'est une mine d'informations assez intéressante. Et il nous a souvent parlé d'André Bloch. Il nous a souvent parlé d'André Bloch et de ce qu'il lui avait apporté en tant que jeune architecte. Parce que Patrice Goulet est un découvreur. Il y a 2 numéros dans les années 80 qui s'appellent France Inconnue 1 et France Inconnue 2, où Patrice Goulet a décidé de partir dans toute la France, chercher des architectures que personne ne connaissait et qui lui paraissaient assez exceptionnelles. Et ces 2 numéros, ils sont vraiment intéressants à feuilleter. On voit des architectures tout à fait étonnantes, très très différentes, qui sont vraiment agréables. Donc voilà, c'était comme ça qu'on a fait la relation avec André Bloch. Et puis, on était venus une fois ou deux, on était forcément surpris. Et puis quand Nathalie nous a proposé de travailler ici, voilà, c'est comme tout projet, c'est un peu inquiétant, on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Et donc il faut regarder, il faut comprendre ce qui s'est passé, s'intéresser à l'histoire. Et ce qui se passe, qui me paraît quand même exceptionnel, c'est pour André Bloch, depuis le début, c'était une sorte de laboratoire grandeur nature de tout ce qu'il pouvait expérimenter à l'échelle d'un grand terrain, avec le pavillon, la maison de Claude Parent. Je pense que c'est à peu près 6 000 ou 7 000 mètres carrés. Et c'est un espace, son espace de recherche, son espace dans lequel il se posait ces questions en lien avec la sculpture et en lien avec l'architecture. Quels sont ces rapports? Est-ce que l'architecture devient sculpture ou est-ce que la sculpture devient architecture? Donc ça, c'est un débat qui est assez passionnant. On pourrait en discuter pendant très longtemps. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Et on comprend aussi qu'il avait besoin d'un espace dans lequel il pouvait faire les choses quasiment grandeur nature. Parfois, c'était des maquettes, mais des maquettes au 5e, donc toujours très grandes, quoi. Et c'est comme ça qu'il a fait l'habitacle 1 en plâtre, qui malheureusement n'a pas survécu au vent, aux tempêtes, qui se trouvait à l'emplacement de l'habitacle 2. Voilà, donc ça, on va faire passer. C'est quand même assez incroyable les images.
Puis après, il a fait l'habitacle 2, je pense que c'était en 63, 64, quelque chose comme ça. Oui. Et puis très très vite, l'habitacle 3, la tour 2 ans après, quoi. Voilà. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui parle à la fois de sculpture et d'architecture, c'est-à-dire que on est dedans. On est dans la sculpture. Et donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, est-ce que la sculpture, c'est voir? Et si on dit que l'architecture, c'est vivre, donc c'est comment on voit et comment on vit à l'intérieur d'un espace. Et nous, cette relation avec l'intérieur, on l'a senti de suite. C'est pour ça que je disais à Nathalie, ta maison, elle fait 6000 mètres carrés. C'est tout. Et c'est aussi l'intelligence de la position de la villa d'origine. Si on connaît certaines situations où on se fait une petite butte pour mettre sa maison au-dessus de la butte, ici c'est tout à fait l'inverse. On s'est mis tout à fait en bas du terrain. C'est comme si on avait le terrain était comme ça. Là, la maison elle est positionnée en bas. Il y a même la maison du gardien qui est un petit peu plus bas. Et puis ensuite, c'est ce que on voit depuis la maison. Donc il y a tout le jardin qui se relève et qui crée l'image que l'on a quand on est dans son fauteuil dans la maison derrière les vitrages. Et c'est là que devant ce paysage, on vient créer un premier habitacle, un deuxième habitacle, on vient ainsi de suite fabriquer un certain nombre d'objets qui sont à voir avec la sculpture. Et il y a cette clôture qui englobe la maison, qui en fait une sorte d'espace fermé, à l'intérieur duquel il y a un jardin magnifique. Un jardin magnifique avec des arbres qui ont poussé. J'imagine qu'entre le jardin à l'époque de Bloch et maintenant, la végétation a énormément poussé. Et puis ce petit projet-là, il était dans l'angle du terrain, tout à fait au bout, à l'endroit le plus haut. Donc par rapport à ça, il y avait cette vieille maison qui avait été démolie par la tempête. Donc on est resté à ce même endroit. Il y a quelque chose qui nous paraît vraiment intéressant, nous, c'est l'idée d'échappement. C'est-à-dire à un moment donné, comment on est dans un site, comment on regarde ce site, mais à un moment donné, comment tout d'un coup, quand on arrive à un point, on s'en échappe. Pour nous, l'échappement, c'est effectivement, tout d'un coup, regarder le ciel à nous. Voilà. Donc c'est vraiment la raison de ce projet dans lequel le toit devait être transparent, devait permettre de voir passer les nuages à travers sous le couvert des arbres, sous le couvert de la forêt. Je dois dire que juste sur ce point, cette idée de regarder le ciel reprend aussi un élément qui est présent dans l'architecture de la tour. Puisque quand on monte dans la tour, on a différents points de vue. Il y a même un panorama à l'avant-dernier étage qui est très dégagé. Mais quand on monte tout en haut de la tour, au contraire, là, les parois de la tour deviennent très verticales et vous empêchent de regarder le jardin aux alentours. Et donc oblige, quand on est tout en haut de la tour, le seul point de vue qu'on a, c'est se tourner vers le haut et de regarder le ciel. Oui. C'est un labyrinthe qui s'ouvre vers le ciel. Mais Julien, quand Jean-Philippe disait ça, je me disais... Enfin, ma perception, c'est que quand on est dans la tour, on ne regarde pas le ciel. Même s'il y a ces murs sur le bord au dernier niveau, j'ai l'impression qu'on est attiré vers le paysage, et vers la vue, vers Paris, on regarde l'horizon. Et ici, pour plein de raisons, des arbres, des futaies, Là, dans la tour, par contre, j'ai pensé que j'étais dans la situation de ce très beau personnage, le baron Perché d'Italo Calvino. On est à la cime des arbres et c'est rare qu'on puisse se retrouver à la cime des arbres. Mais ici, on est à l'intérieur de la forêt et on est porté vers le ciel. Il y a un très bel arbre là. Enfin, c'est très beau, la vue qu'on a ici. Donc on est entouré par les arbres, qui sont... c'est les murs de la maison et le ciel. Et ça fait vraiment, c'est cette question d'intérieur, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que l'intérieur c'est dans la maison. L'intérieur c'est ici aussi. C'est le jardin devient un intérieur. Et c'est ça qui est vraiment, je pense, intéressant d'essayer
de pousser au maximum les limites des parois de la maison. Et finalement, il n'y a pas de limite parce que quand le rideau est ouvert et qu'on voit à travers, on voit jusqu'au ciel. Dans la maison même, il y a une grande verrière aussi. Oui, c'est ça. Qui donne parfois l'impression, quand on est dans la maison, d'être nous-mêmes à l'extérieur. Oui, mais quand une artiste est venue dans la maison, elle est rentrée dans la maison. Tu sais, son nom, comment elle s'appelle d'Alsarin? Marion Barou. Voilà, Marion Barouk, elle est rentrée dans la maison, elle est rentrée, elle a dit, mais je suis dehors et je suis dehors. Je suis dedans et je suis dehors. Ouais. C'est vraiment l'impression exactement que ça lui donnait. Ce lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et Bloch d'ailleurs a fait même les murs qui continuent, c'est les mêmes murs intérieur-extérieur. Mais je trouve qu'en même temps, la maison, c'est un peu intriguant d'ailleurs, parce que elle n'est pas conçue comme les habitacles. C'est-à-dire que il y a un travail de l'espace et de sa relation avec l'extérieur, et comme tu disais, il y a des angles de vue qui sont recherchés à travers les parties vitrées, puisque par exemple quand on est à l'intérieur, on ne voit pas les habitacles. Ouais. Et en même temps, c'est pas une recherche de sculpture intérieure, comme pourraient l'être les volumes de l'habitacle de l'igloo, ou comme peut l'être la tour pour d'autres raisons. Enfin, il a bien différencié quand même l'espace à habiter et l'habitacle, qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu intriguant, parce que je crois pas qu'on ait un récit de comment il a conçu la maison et quels ont été les principes qui ont dirigé la conception. Je sais pas, Catherine Bruand saurait le dire, parce qu'elle a beaucoup vu les archives de Bloch, ce qui a été donné, ce que j'ai donné à la Bécquin. Et elle a écrit un livre, Les valises en carton, qui est Bloch avant André Bloch. Et je suis en train de faire un livre avec elle et Clément Durillier aux éditions normales. Justement, peut-être on va avoir des tas de choses qu'on va découvrir. La maison, elle est vraiment extrêmement bien pensée, comme dans son fonctionnement, dans ses relations à l'extérieur, la partie atelier qui est un peu qui donne pas sur le jardin, qui est un peu en arrière. Donc, et elle n'est pas du tout pensée comme une sculpture. Non, pas du tout. Non. Alors c'est amusant ce que moi, en tant qu'habitant de la maison, voilà, que j'y ai habité quand même quelques années, d'abord elle est marquée un peu quand même, lointainement en tout cas, un peu par l'architecture de style quand même, avec les matériaux rouges, aussi. Les rouges, les bleus, etc., les côtés plastiques. Mais moi, quand j'ai appris un peu sur André Bloch et quand j'ai appris ce concept de sculpture habitacle, donc il a créé, j'ai eu le sentiment quand même qu'il y avait un continuum chez lui entre la sculpture et l'habitation, et que toutes ces constructions se plaçaient un peu sur ce continuum. Et ok, la maison est ce qui se rapproche le plus d'une maison, mais oui, elle garde quand même des traces de la sculpture. Oui, c'est vrai que l'habitacle va beaucoup plus loin dans la recherche formelle. Et je dirais qu'il y a une rupture, peut-être un continuum plutôt, et que donc il a fait un espace à vivre, du coup il a tiré vers la maison, mais ça reste assez sculptural. Il n'y a pas beaucoup de murs, hein. Il y a des ronds, il y a des rondeurs, puis il y a des jeux sur la forme quand même. C'est ce qui est intéressant, je pense, sur la question de l'intérieur, c'est-à-dire ça relie aussi à habiter, être dedans. Alors, et finalement, on s'aperçoit qu'on habite dans la maison, on habite dans le jardin, on habite dans l'habitacle 1, on habite dans l'habitacle 2, on habite dans la serre, et on repousse cette limite d'habiter. Ça, je trouve que cette idée de l'intérieur, du rapport de l'intérieur et de l'extérieur, est d'un intérieur qui devient, quand on sort, qui redevient un intérieur. On est dans la maison, on est à l'intérieur de la maison, on sort de la maison, on est à l'extérieur de la maison, mais on est à l'intérieur du jardin, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose de... Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle L'énigme de Kaspar Hauser. Kaspar Hauser, c'était de Werner Herzog. C'était au XVIIIe siècle. 19e siècle. Donc c'était un jeune homme qui est resté toute son adolescence enfermé dans une tour, dans une pièce. Complètement enfermé dans cette pièce. Et puis... à un moment donné, c'était en Allemagne, je ne sais plus quelle ville, et à un moment donné, finalement, il est sorti de cette tour et de cette pièce, et il est allé dans la ville. Et puis à un moment donné, il se retourne, il regarde la tour dans laquelle il était enfermé. Et là, il se dit, mais comment ça se fait? Quand j'étais dans la tour, dans la pièce, de quelque côté que je me tourne, je voyais la pièce. Et puis maintenant, je suis sorti, je me retourne, je vois la tour.
Mais si je me retourne, je la vois plus. Ça veut dire que ma pièce est plus grande que la tour. Ah oui. Et c'est beau parce que ça repart, Ouais. cette question de l'intérieur et de l'extérieur. Les blocs n'avaient pas défini aussi les places, où était la salle à manger, où était le salon. Parce que ça aussi, ça venait aussi comme la sculpture, quand on peut tourner autour. Rien n'était défini. Et d'ailleurs, sur les plans anciens, j'ai trouvé qu'il y avait une porte entre la cuisine et la salle à manger. Et quand je suis arrivé, cette porte n'était plus là. Moi, j'ai rouvert comme ces plans. Donc ça veut dire que, bon, la salle à manger. Où était la salle à manger? Où était le salon? Les pièces à l'étage, c'était aussi une pièce à vivre. Est-ce qu'il habitait là? S'il habitait là. Ah oui. Ouais. Ah oui, il habitait jusqu'à sa mort. Quoi, ils avaient 2 chambres séparées. Madame Bloch avait la chambre qui donne du côté sur le jardin, où il y a la petite terrasse à droite. Et lui avait la chambre contiguë à son atelier. Comme ça, il pouvait aller travailler, se faufiler la nuit. Donc c'est toi qui as déterminé les fonctions des différentes pièces, du coup Non, c'est-à-dire que moi, comme je suis arrivé ici avec 2 enfants et que j'en ai eu un 3e, ça a été les chambres musicales. Et on a tous un peu bougé. Pour reprendre la distinction tout à l'heure entre vivre et voir utilisée, il y a une sculpture, c'est à voir, une maison, c'est à vivre. Dans cette maison, il y a aussi à voir, quoi, tout le temps. Il y a toujours à voir, et c'est pour ça, pour préciser un peu, dire qu'il y a quand même un aspect sculptural. Non. Je ne sais pas si c'est sculptural ou plutôt scénographique. Alors, les jeunes gens de l'école, là, qu'est-ce qui... Je veux bien poser une question, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, donc, je suis Zarathustra Chemli, je suis étudiant en architecture. Merci déjà infiniment. C'est tellement une joie d'être ici parmi vous tous, avec celle de vous rencontrer, de pouvoir assister à cette inauguration. C'est absolument incroyable. Je pense qu'on est tous heureux. On est en 2e année seulement, on découvre l'architecture et ça nous fait rêver. Et du coup, mon interrogation, c'est simplement de savoir quelles sont les difficultés, peut-être de lien avec l'architecture habitée, la sculpture habitacle, et toute cette histoire, tout ce bagage qui pèse peut-être quand on veut créer un projet avec une telle histoire, avec un tel parti pris déjà existant. Quels sont les enjeux dans la création d'un tel projet, et dans quelle mesure ce projet est l'aboutissement de ces 10 ans de difficultés. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus des difficultés? En 2007, j'ai fait un concours d'architecture avec 6 jeunes agences, de jeunes architectes qui n'avaient jamais rien construit. Et pour construire, alors c'était pas à cet emplacement-là, c'était à la place de la terrasse, il y a ça, et la structure de Kethoff. Et bon, ça c'est Anne et Jean-Philippe qui m'ont fait changer mon idée, ils ont raison. Et donc c'était 6 agences que je peux vous nommer, c'était Peter Macapia, Philippe Morel, Alessandra Sec, Hernan Diaz Alonso, Georges Legendre et Grammacio et Colère. Il y a eu une exposition, les maquettes étaient rendues, mais c'était à la suite de l'exposition au Centre Pompidou Architecture non standard, où André Bloch était au cœur de cette exposition, parce que lui, il n'utilisait pas d'ordinateur. Hein, les briques, c'était ses pixels, et il montait sa sculpture, architecture. Ben, ce concours, ça a été difficile. L'architecte était un peu jeune, mais bon, c'était aussi du mécénat, puis je voulais donner une autre idée aussi. Et donc il y a eu 2 lauréats qui étaient Philippe Morel et Macapia, et je leur ai demandé de travailler ensemble. Ils n'ont pas voulu. Et j'ai mis des années un peu à digérer tout ça. Et j'ai rencontré Anne et Jean-Philippe en 2019. Hein. Moi, je sais pas, quand tout à l'heure on a dit que c'était compliqué, pour moi, travailler avec vous, ça avait l'air tellement simple. C'était tellement léger, j'ai trouvé que Je pense que toi, tu parles de la relation. Après, nous, Ah on oui, parle moi, je parle de la relation. En tant qu'architecte, la difficulté, Ah oui, c'est vrai, ce qui n'est pas la même chose. Quoi. Oui. Parce que ce que vous avez fait, c'est tellement évident, c'est tellement ce qui devait être ici, que j'ai trouvé ça Mais ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Puis il y a eu le Covid au milieu en plus qui a fait reculer. Les difficultés, elles ne sont pas pires ici qu'ailleurs. C'est comme de tout projet. C'est-à-dire que quand on arrive dans une situation, on se garde bien d'avoir une idée trop vite. Et donc, on prend son temps de comprendre où on est,
de voir, d'apprécier. Ici, l'enjeu aurait pu être encore plus pressant par l'histoire de blocs et le terrain extraordinaire. Bon, il se trouve qu'ici, on était à l'emplacement d'un pavillon de jardin où ils rangeaient les outils, enfin tout ça. Donc, une maison forestière, c'était, oui. Une maison forestière, donc on a choisi de se remettre exactement au même endroit et de garder le socle, donc de même pas changer l'assise. Mais ce qui est difficile, c'était de trouver cette relation de légèreté, en fait. Parce qu'il y a eu plusieurs projets, on a fait plusieurs versions et la serre n'est pas forcément arrivée tout de suite. Mais ici, cet endroit-là, en fait, c'est un endroit caché du parc et on ne s'attend pas à trouver l'abri de la sculpture. Donc ça, tout de suite, nous, on a dit, il ne faut pas déstructurer cet ensemble, il ne faut pas enlever la structure, il ne faut pas enlever la sculpture, il ne faut pas enlever les dalles du sol, parce que ça forme un ensemble. Bon, ici, peut-être qu'on peut reconstituer quelque chose qui est abrité, mais sans l'extérieur, ça n'a pas la même signification, ça n'a pas le même sens. Donc, on avait beaucoup discuté sur la conservation de cette structure qui va être réparée. Voilà. Donc, c'est des endroits qui, comme beaucoup d'endroits, qui sont très délicats. Avec Jean-Philippe, on s'est toujours demandé, il ne faut pas qu'après soit pire qu'avant. Ou soit moins bien. Donc ça pèse, c'est-à-dire qu'il faut y aller légèrement, il faut y aller avec des pas feutrés, avec beaucoup de finesse, ou enfin si on peut dire ça. Donc ça prend du temps d'arriver à se glisser dans un lieu, de répondre quand même à une demande qui était la vôtre, d'avoir un espace en fait qu'on a un peu poussé aussi ensemble, qui ne soit pas un espace conventionnel, c'est pas une maison, c'est un endroit d'ailleurs qui est saisonnier aussi, c'est-à-dire que l'hiver il sera certainement moins utilisé que le printemps donc tout ça a évolué dans les discussions, effectivement dans une ambiance tout à fait qui roulait bien mais pour nous c'était comme tous les projets, hein, c'est cet enjeu de comment est-ce qu'on est sûr qu'on arrive au geste juste, quoi, si on y arrive. Ouais. Ce qui était intéressant dans la demande, c'était qu'il fallait que l'espace vive. Et d'une certaine façon, qu'il vive, ça voulait dire continuer ce qui avait été enclenché par bloc. C'est-à-dire un espace dans lequel on travaille, on réfléchit, on crée, on discute, on regarde, on expérimente. C'est vrai que le fait de conserver cette structure tridimensionnelle que faisait Kethoff, ça montre à la fois l'éclectisme, ce à quoi s'intéressait Bloch. C'est-à-dire, effectivement, là encore, c'est une structure métallique qui sert d'abri, qui est un espace de travail. Et pour nous, le projet n'est pas terminé, parce que la phase suivante, c'est de retaper cette structure dont on a commencé à regarder comment elle était faite. Cette structure tridimensionnelle est extrêmement résistante. Elle a une grande capacité de surcharge et malheureusement, elle tient sur 6 poteaux qui sont... un n'a plus de fondation, il est à peu près à ça du sol. Elle flotte, hein, et elle tient. Ouais. Donc il faut réparer cette structure, mettre de l'anti-rouille, refonder les poteaux et ensuite retrouver une transparence ou un toit en remplaçant ces vieilles plaques qui forment le toit. Et puis après, on imaginait qu'il y aurait un certain nombre de rideaux qui permettraient de filtrer l'espace, de l'ouvrir totalement ou d'en fermer une paroi, ou éventuellement même de pouvoir faire le noir total et pour en faire une salle de cinéma, de projection s'il y a besoin. Et que cet espace-là, il va fonctionner de façon totalement en relation avec cette serre. Oui. Voilà. Et du coup, on crée dans cet angle du terrain une sorte de grand espace où on a effectivement un lit, une salle de bain, une toilette, une cuisine. C'est encore une sorte de maison où, quand on va dans le salon, on passe dehors. Oui. Voilà. Et donc, on questionne cette question d'intérieur-extérieur. On est toujours à l'intérieur.
C'est ça qui est. Mais de la même façon que ça se passe ici par rapport à la chambre, derrière ces rideaux, il y a des lits au minimum qui font qu'on peut ouvrir, on peut dormir là avec le rideau ouvert, etc. Donc il y a toujours cette relation intérieure-extérieure, y compris dans la forme la plus intime qui est l'endroit où on dort, quoi. Et ça, pour nous, c'est vraiment, c'est de se dire, on continue ce terrain comme un lieu de recherche où des artistes viendront, des discussions viendront. Je crois que la prochaine, c'est sur Brancusi. Sur Brancusi, oui. Donc, voilà, un espace dans lequel on continue de réfléchir sur la relation intérieure-extérieure, sculpture, architecture, jardin, nature, etc. Et le rapport avec le climat, avec le... Voilà, on s'est beaucoup posé de questions sur est-ce qu'on chauffe ou est-ce qu'on chauffe pas. Alors, on a pensé à des chauffages par le sol, on a pensé à éventuellement un poêle qui allait traverser, et finalement... On n'a rien. C'est toi qui l'as dit, hein, presque. Qui a dit, mais finalement, peut-être qu'on peut s'en passer. On joue le jeu de la serre. On joue le jeu de la serre, Nous, on a dit non tout de suite au sol chauffant. Voilà. Oui, vous avez dit non au sol chauffant. Moi, je trouvais que ça aurait été un petit confort, le sol chauffant. Voilà. Mais maintenant, j'ai appris qu'on peut chauffer le corps et pas l'ambiance et pas l'atmosphère. Donc, il y a des bouillottes, des couvertures chauffantes, des gilets. Je peux développer pourquoi non au sol chauffant. Bah parce que ici, il y a quand même on fait un espace comme ça aussi, c'est une serre, donc il n'a pas les qualités d'une construction classique. Donc c'est une aberration de chauffer un espace comme ça qui est aussi déperditif. Par contre, il prend de la chaleur par sa transparence, par les rayons du soleil. Donc pour nous, c'était pas cohérent de dire on va chauffer un espace comme ça, comme on chaufferait la maison, parce que c'est en contradiction avec ce qu'est une serre, qui est un espace intermédiaire, en fait. Difficile de s'y opposer. Mais tu vois, j'ai pas réussi. Non, mais ça, elle a essayé plusieurs fois. Oui. Donc c'était, je pense que c'était ou le chauffage au sol et pas la serre et autre chose, quoi. Ouais. Là, c'était juste une histoire de confort. Enfin, maintenant, j'ai acheté des pantoufles. À propos de confort, d'extérieur et d'intérieur, je voudrais savoir, Yves Bélanger, qui a eu la chance de passer une nuit ici, si tu as eu l'impression de dormir à l'extérieur? J'avais ouvert les rideaux, moi je trouve que c'est super. J'ai dormi comme si j'étais à l'extérieur. Enfin, j'ai dormi à l'intérieur comme si j'étais à l'extérieur. Une fois de plus, le renversement peut jouer. Et j'ai pas eu froid, etc. Non, mais t'es pas venu au mois de janvier. Je suis pas venu au mois de janvier, je suis venu en avril. En avril, ne te dérouvre pas un fil. En avril 2024 particulièrement. Ouais. Moi, j'ai une question qui rejoint un peu le travail qu'on a fait avec nos étudiants, puisqu'il y a un groupe d'étudiants ici que j'ai encadré avec Georgi Stanichev qui est là. Et cet enseignement porte sur la question de l'exposition d'architecture. Alors j'ai plusieurs questions. Déjà, à votre avis, vous êtes commanditaire, vous êtes mécène, comme vous l'avez dit. Cet habitacle, est-ce une œuvre d'architecte? Est-ce une œuvre d'art? Ici? Oui. Les deux. C'est pas incompatible. Pardon, ou c'est pas incompatible? Je pense les deux. Alors ça repose la question du départ qui reboucle avec l'architecture à vivre, qui serait la partie de votre maison dans laquelle vous vivez, la villa, avec éventuellement les sculptures qui étaient l'atelier à ciel ouvert du bloc, qui n'étaient pas faites pour être habitées, mais parcourues, pour offrir des points de vue, des expériences, accueillir des films, poser des questions. Qui êtes-vous? Polymagou. Film d'Yves Klein, donc 66. Donc, accueillir effectivement, donc j'imagine, toutes sortes de conversations interdisciplinaires, comme ce lieu, mais ce lieu, ici, a des usages qui sont des usages d'ordre domestique, qu'on n'a pas dans les habitacles. Donc on est, me semble-t-il, entre la chambre des amis de la conversation et l'œuvre d'art qui ferait partie d'un pavillon peut-être
parmi d'autres à venir. Je pense au Château Lacoste, où plein d'architectes de renom ont construit plusieurs pavillons. Voilà. Est-ce que vous imaginez qu'il peut y avoir une suite, d'autres architectes invités à construire? Est-ce que pour vous, c'est la seule manière d'exposer l'architecture, à savoir construire à l'échelle 1 et accueillir? Alors, ça fait plusieurs questions. Alors, la première question, c'est pour construire d'autres choses, c'est impossible puisque c'est non constructible. Le terrain, tout est classé monument historique, c'est pas constructible. Pour les œuvres d'art, pour l'interrogation aussi? Pour des constructions à habiter, à vivre. À habiter, mais la réglementation est peut-être souple sur des pavillons d'architecture qui ne seraient pas des lieux d'habitation. Parce qu'ici, il y avait déjà une construction. Il y avait déjà une construction ici. Donc après, ça aurait été peut-être plus difficile de le faire sans... Vous vous souvenez, à un moment donné, quand l'urbanisme est venu, ils ont demandé si on pouvait construire ailleurs qu'ici. Oui, c'est ça, oui. Et on a fait un tour dans le jardin avec eux, avec la mairie. C'est impossible de construire ailleurs. Des habitacles ou des maisons? Après, moi, il me semble quand même que Nathalie, ta demande, c'était quand même d'un espace pour y faire quelque chose. Absolument, c'était pas une commande d'une œuvre d'art. D'une œuvre ou d'un habitacle où il y avait une demande très précise d'un espace pour recevoir des artistes pour un jour, 5 jours. Au début, c'était peut-être pas tellement, ça s'appelait pas Maison de la Conversation. Résidence Conversation. Ou une résidence comme ça, un peu de retrait, de retraite plutôt que de retrait. Au début, c'était un peu ça, quelqu'un où un artiste puisse être tranquille. Oui, Parce qu'au début, il n'y avait même pas de téléphone. Cocon, que ce soit vraiment un cocon. Voilà. Et ce qui était totalement différent du concours d'architecture, où tous ces jeunes architectes sont rentrés en compétition avec André Bloch. Et ont tous créé un autre habitacle. Différent, mais ils étaient tous restés un peu dans cette idée-là. Ils ressemblaient aux architectures de Bloch, en fait. Et qui n'était pas la demande que j'avais faite du tout. Mais la résidence ici de conversation, c'est la conversation qui va être l'œuvre d'art. Parce que, comme vous remarquez, il n'y a pas d'œuvre d'art en dehors de cette conversation. C'est la relation aussi. C'est pour ça qu'il y a un côté... C'est la relation avec le hangar, là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une relation d'un espace fonctionnel, d'un espace domestique, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à la totalité du terrain entouré par cette grande clôture, il y a des espaces d'habitation tout à fait en bas, et maintenant tout à fait en haut. Oui. Et le reste, c'est un champ libre, ouvert, dans lequel il y a un très très beau jardin, parce que le jardin il est magnifique, il y a au moment du printemps c'est extraordinaire, et il y a ces deux habitacles. Alors peut-être qu'il y en aura après et peut-être qu'il y en aura. Mais il y a beaucoup d'œuvres d'art aussi. Il y a quelques sculptures. Disséminées. Il y a quelques sculptures disséminées, mais André Bloch il n'est plus là, on ne va pas mettre un autre habitacle. Mais des sculptures, oui. Et puis des performances, et des gens qui viennent, et des choses vivantes, un lieu de vie, un lieu vivant. Parce que chaque année, quand je fais rentrer un artiste, quand j'ouvre les Journées du patrimoine, j'inaugure les Journées du patrimoine, le travail d'un artiste dans le lieu. Bon, ce que je lui demande, c'est une contrainte, et ça c'est André Bloch qui m'a appris, c'est que ça ne se voit pas, ou en tout cas le moins possible, d'aller à la rencontre de l'œuvre d'art, et pas que l'œuvre d'art nous s'impose. Et bon, alors, certaines choses sont gardées, comme Didier Faustino, This is not a love song, c'était gardé. Bon, Malachi Farrell, c'était un strange fruit, l'arbre est tombé, donc l'œuvre s'est détruite. Bon, il y a un Yann-Vaud dans le jardin, quand même, Pennon, il y a une sculpture de Bloch. Anita Molinero, Dana Schutz, Lensa. Mais les sculptures, elles sont un peu cachées. Rien ne ressort comme ça. Donc. Mais c'est pour ça que Faustino, je pense qu'il y a quand même des projets qui jouent avec cette limite extérieure. Faustino aussi, parce c'est vraiment, depuis la rue, c'est le garage, et puis il y a le mur de la clôture qui est repeint avec les toiles oranges. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a ce jeu qui se fait sur la limite d'un certain nombre d'installations, dont cette serre, dont Faustino, dont la maison du gardien, et puis après il y a l'espace libre
du jardin et tout ce qui peut s'y passer. Parce que Faustino, c'est aussi, lui, il est architecte, il est plasticien, sculpteur, photographe, donc il rentre aussi dans cette idée de synthèse des arts. Et c'est une construction, puisque c'est des parpaings, du ciment et de la peinture. Mais pour reprendre un peu ce que développait Sarah Bitter, oui, si on essaie de décrire cet endroit avec la grille du vocabulaire artistique et pas avec la grille du vocabulaire architectural. On prend le même objet, mais on applique une autre grille. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai rien fait. Vous avez transformé une serre en lieu d'habitation. Je décris, hein, je sais. Vous avez ensuite adapté cette serre au lieu. Donc des gestes à la fois très minimaux et très efficaces. Et à partir de constructions déjà existantes. Donc, la serre, c'est quelque chose qui existe, qui est un objet fonctionnel, qui existe, qui est utilisé dans l'industrie. Quand on a une éducation artistique, voilà, on y arrive, on pense immédiatement que c'est un ready-made. Voilà. Donc cette sculpture est posée ici, la serre est posée ici, avec des gestes très simples, très efficaces, qui en font une sorte de ready-made. Dans cet univers ici, qui est l'atelier d'André Bloch, où tout est sculpture, tout est habitation, est-ce qu'on peut quand même pas dire que cette serre est un geste sculptural qui n'est pas du tout le même que celui d'André Bloch, qui est quand même encore un geste moderniste? Mais c'est pas un geste moderniste ici, tout à fait. C'est un geste, mais dans une tradition du champienne, on pourrait dire, en quelque sorte, en architecture. Voilà. Moi, je l'aurais pas dit comme ça. Comment tu aurais dit? Parce que je pense qu'en tant qu'architecte, on n'est pas dans ces positions-là de faire un geste quelconque. C'est une réponse plus complexe, en fait, en réalité. Par exemple, on pourrait se poser la question, pourquoi, parce qu'on se l'est posé, pourquoi la serre ne touche pas le mur? Parce qu'on se l'est posé. Pourquoi, finalement, parce que on s'est calé sur le bord extérieur du socle de l'ancienne maison et qu'on a pris les dimensions d'une serre standard. Donc la question, elle était, est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce qu'on fait une serre hors norme et on va jusque... donc tout ça, c'est des questions d'architecture, quoi. Donc après, sur la question des parties chambres... on a essayé de les caler au minimum. On a beaucoup discuté là-dessus, parce que tu trouvais toujours que c'était trop petit. Mais on a essayé de se dire qu'il y a une sorte de minimum pour pas encombrer en fait l'espace. Et donc pour nous, c'est de l'architecture. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on a travaillé souvent dans cette façon-là, c'est la façon d'utiliser un objet standard. C'est exactement les serres qui sont placées dans les champs pour cultiver des fleurs ou qui sont placées sur des milliers de mètres carrés et réutilisées dans ce cas-là. Après, c'était clair que cette serre, elle peut pas toucher le mur parce que le mur, il est de guingois, c'est pas exactement 90 degrés, etc. Donc précisément, ce qui nous intéressait, c'est d'utiliser un objet standard à 95%, et sur les 5% qui consistent à comment ça se rattache au mur de clôture, de fabriquer quelque chose. Et ça, c'est vrai qu'on l'avait fait pour la maison La Tapie, pour pas mal de projets, on travaille de cette façon-là. Mais je pense aussi que dans cette discussion entre architecture et sculpture, voilà, qu'est-ce qu'on pense? Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a entre art et architecture? Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y a une très grosse différence. Hein. Je pense qu'on travaille avec des outils différents, que finalement, les contraintes réglementaires, la hauteur où on peut s'installer, la distance, c'est un peu comme des couleurs qu'un peintre aurait à utiliser. On fait avec ces matériaux-là, quoi. Oui. Et puis avec les discussions qu'on peut avoir avec toi. Mais ça c'est juste des éléments qui nous permettent à un moment donné de faire un projet. Donc cette relation entre une démarche artistique ou une démarche architecturale, je pense que tout ça c'est très proche, très mêlé, et probablement c'était aussi ce qui intéressait André Bloch quand il travaillait sur cette idée entre architecture et sculpture.
Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Julien, au début, sur le fait que ces conversations lançaient une autre manière de parler d'art, finalement. Et je trouve que c'est hyper intéressant que cette première conversation, pour parler d'art, vous invitez des architectes et des étudiants en architecture. Par rapport au travail que font les étudiants sur cette question de l'exposition d'architecture, c'est-à-dire est-ce que c'est un bâtiment à l'échelle 1 qui s'expose, qu'est-ce qui s'expose de l'architecture? Est-ce que ce sont des maquettes à échelle réduite? Est-ce que ce sont des dessins à échelle réduite? Est-ce que ce sont des éditions? Donc André Bloch avait une activité éditoriale. Aujourd'hui, vous proposez des conversations. Donc, vous dites aujourd'hui, le 21e siècle, c'est les réseaux sociaux, les podcasts, les vidéos enregistrées. Donc, ce matériau qui est en train de se créer autour de grandes figures prix Pritzker de l'architecture. Donc, vous initiez un cycle de conversation en tant que galériste autour d'un art qui est le premier des arts, l'architecture. Donc, a priori, vous l'intégrez dans votre collection. Donc, j'insiste un peu sur le fait que ce lieu est-il vraiment un lieu, une construction, ou de façon consciente ou inconsciente, finalement, en construisant à l'échelle 1, vous avez invité dans votre galerie l'architecture comme étant une des activités interdisciplinaires, pluridisciplinaires qui vous intéressent, comme la photo, comme le dessin, comme la poésie, comme la musique. Voilà. Absolument, oui. Je ne vous l'ai pas entendu l'énoncer en ce sens, puisque vous avez parlé de lieux habités, d'expérimentation, de sculpture, ateliers assez ouverts, etc. Mais le fait que, encore une fois, dans cette conversation inaugurale, ce sont des grands architectes qui sont invités aujourd'hui, est-ce que c'est une manière de dire que l'architecture s'expose et se verbalise au sein de galeries potentiellement? Oui, enfin... C'est-à-dire que l'architecture, ben, bon, moi j'aime bien l'architecture, et il se trouve que il y avait aussi un projet, donc on construit parce qu'on a un lieu où on peut construire, et parce qu'il y a une demande de faire quelque chose. Après, effectivement, ça s'inscrit... bon, l'architecture est un des beaux-arts. Voilà, c'est ça, c'est un des arts. Moi, à la galerie, effectivement, je montre de la poésie, je montre du son, je suis un peu trop éclectique d'ailleurs pour le marché, et de toutes les époques, du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec des liens entre l'art contemporain et l'art moderne, l'architecture fait partie de tout ça. Oui, sûrement. Mais par contre, peut-être pour prolonger, je me souviens dans une des discussions préliminaires qu'on avait dans l'atelier d'Yves d'ailleurs, sur la conversation qu'on allait avoir, vous disiez, Anne, me semble-t-il, que les liens entre art et architecture s'étaient un peu distendus avec le temps, si je me rappelle bien la conversation, et que l'architecture avait tendance à tirer beaucoup plus du côté des ingénieurs. Je ne sais plus si c'est Jean-Philippe qui disait ça. Et qu'il était bienvenu aujourd'hui, peut-être, d'essayer de retisser ces liens. Et donc, du coup, effectivement, ça peut être le travail d'un galeriste, de retisser ces liens entre des beaux-arts qui peut-être se sont éloignés et qui mériteraient de reprendre le dialogue. Est-ce que vous pouvez développer peut-être là-dessus? Non, mais je pense que le projet d'architecture, il est... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un système de réglementation, d'utilisation de matériaux, de détails techniques, etc. Mais globalement, il faut revenir à une forme de très très grande sensibilité et proximité par rapport à des sites, par rapport à des environnements, par rapport à des histoires. C'est pas seulement géographique, c'est aussi par rapport au passé, qu'est-ce qu'il y a, et par rapport à ça, de fabriquer des objets uniques et singuliers dans ces situations-là. Donc ça part de cette sensibilité qui est probablement la même que si un écrivain venait ici et puis se dise je vais faire un poème ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il comprend toutes les subtilités d'un espace, d'un site, et il produit quelque chose. Donc je pense que derrière tout ça, il y a la même sensibilité, il y a la même attention, il y a la même réflexion, il y a le même doute, il y a les mêmes prises de risques qui se retrouvent dans un projet d'architecture ou dans le fait de faire un poème ici. C'est exactement la même chose.
Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile quand on présente les projets, même de parler de la dimension sensible, de qu'est-ce qui peut traverser l'esprit, des références quand on fait un projet, parce qu'il faut tellement aujourd'hui être conforme, en fait, conforme à quelque chose, quoi, que le reste, en fait, c'est très difficile de continuer à le faire exister. Ça demande beaucoup de résistance, en fait, et de dire je présente un projet, je vais d'abord présenter le fondement du projet, sa partie sensible, et puis après je parlerai des outils techniques qui permettent de le réaliser, mais de ne pas renverser parce qu'on est poussé aujourd'hui dans cette fabrication qui serait assez... les process aujourd'hui, c'est le mot-clé, quoi, alors que l'architecture, c'est très loin d'être un process, quoi. Bonjour, je m'appelle Émile Blanchet, je suis à Paris-Malaquais et j'ai eu la chance d'être avec Sarah dans sa classe de développement. Déjà, merci beaucoup. J'ai une question à propos du coup, pour rebondir sur la dimension sensible des projets. Nous, en projet, on a souvent du mal à s'exprimer là-dessus aussi, peut-être moins de mal que dans le monde professionnel. Et plus on avance dans nos études, plus on se rapproche de quelque chose qui doit être concret, fonctionnel et qui doit répondre à des attentes qui peut-être nous touchent pas premièrement. Ma question pour vous, c'est en quoi est-ce que ce projet-là spécifiquement, qui peut-être sort de ce que vous avez l'habitude de faire, ou peut-être pas, mais qu'est-ce que ça a apporté, est-ce que ça vous a mené vers une réflexion sensible qu'est-ce que vous en retirez au final? Est-ce qu'aujourd'hui, sur vos projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui, vous repensez à ce projet-là spécifiquement avec peut-être une pensée détaillée de ce que vous avez fait? Je ne sais pas si c'était très clair. On a abordé ce projet comme on aborde les autres projets. C'était pas différent. Que ce soit une transformation à Bordeaux d'une barre d'habitation où il y a 530 logements, c'est plus grand, il y a plus de monde, mais il n'y a pas un endroit où ça soit plus difficile, plus facile qu'un autre. Chaque fois, on repart à zéro et on fait exactement la même chose. Il y a 530 familles, c'est un quartier un peu défavorisé. On observe, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes. Et le projet, il part de là. Chaque fois, c'est pareil. Et heureusement que c'est comme ça, pareil. Pour chaque projet, il n'y a pas un projet où ça devrait être différent. Sauf que chaque fois, c'est magnifique parce qu'on trouve un autre endroit, d'autres personnes, d'autres climats, d'autres arbres, notre histoire. Notre histoire, chaque fois. Mais il n'y a pas de différence avec les autres. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que il n'y a pas à opposer ou à dire l'un ou l'autre entre le concret ou le sensible. C'est les deux. C'est-à-dire que l'architecture, ça doit être les deux. Et c'est ça qui est assez incroyable avec l'architecture, c'est de pouvoir travailler avec des contraires. La rigueur et la poésie, l'économie et la générosité, enfin tout ça, il faut le manipuler ensemble. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de penser que ce qui serait sensible, en fait, n'est pas attentif ou n'est pas sérieux sur la question de la construction, sur la question du coût, ou sur le caractère social. C'est tout ça ensemble, en fait. Et donc, et c'est bien parce que c'est inséparable, en fait. Donc, mais c'est vrai qu'il faut un peu résister pour que la partie sensible ne soit pas mise de côté ou oubliée comme si c'était une sorte de manque de consistance ou de sérieux d'un projet. Au final, je prends ces deux exemples parce qu'ils sont très différents. Trois grandes barres à Bordeaux où il y a 530 habitants qui ont été négligés pendant beaucoup d'années, ou ici où c'est un petit endroit. Finalement, il y a le même souci, c'est-à-dire comment une famille, une personne qui habite près de cette grande barre à Bordeaux, comment toi, ici, tu ouvres la porte d'entrée depuis la rue, tu rentres dans ta maison,
Depuis ta maison, tu sors de ta maison, tu montes ici, tu passes à côté des habitacles, tu rentres dans la serre, tu ouvres le rideau, tu vas te poser sur le lit. Et comment une personne à Bordeaux, à Bordeaux, il est dans la rue, il habite à Bordeaux et il voit cet immense bâtiment en face de lui. Comment à un moment donné, il passe le hall, il appuie le digicode, il prend l'ascenseur, il monte au 10e étage, il prend le corridor, il ouvre la porte et il y a un peu d'obscurité, mais il voit au fond un peu de lumière, il va vers la lumière, il y a une grande baie vitrée, il ouvre la baie vitrée, il va sur le balcon et depuis le balcon, il voit l'endroit où il était 2 minutes avant. Et ce mécanisme qui est de passer de l'intérieur à l'extérieur et de procurer toutes ces impressions de lumière, d'espace, de clarté, on les retrouve dans tous les projets. Et elles sont importantes dans tous les projets, pour chaque personne. Oui. La circulation, la rendre comment oui, c'est ce mécanisme-là que je trouve très beau en architecture. C'est parce qu'ici aussi, il faudrait prendre Paris. On est dans Paris. On est dans Paris et puis il y a des hauteurs. Donc il faut comprendre tout ce relief avec la tour Eiffel, etc. Et ce qu'on découvre quand on monte en haut de l'habitacle, etc. On retrouve Paris. Et à un moment donné, on avait l'impression qu'on s'échappait de Paris ou de Meudon parce qu'il y a cette petite rue, on ouvre la porte de la clôture, on trouve une maison, on rentre dans la maison, on est dans un jardin. Et puis quand on va en haut, on s'échappe à nouveau de ce jardin parce qu'on voit très très loin la tour Eiffel, les bâtiments. Et ici, on le voit au niveau vertical. Et pour chaque projet, il y a ce mécanisme qui prend une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas et dont on imagine qu'il va pouvoir expérimenter ce cheminement. Ça, c'est l'architecture. Et je pense que Bloch, il parlait de ça dans l'idée aussi de monter dans la tour ou de rentrer dans l'igloo. J'avais une question, mais peut-être que je me suis mal informé. Quand vous avez imaginé du coup cet habitacle-là, vous avez pris qui comme personne pour imaginer les usages, etc. Pourquoi est-ce que ça change d'un usage quotidien? Est-ce que du coup on se retrouve plus dans une sorte on est dans une expérience évidemment, mais pourquoi est-ce que ça a guidé votre recherche aussi sur l'espace et comment vous construisez là où on se trouve aujourd'hui? Là, c'est vrai que Nathalie, elle habite là, donc c'est la première personne avec qui on parle. Et on parle aussi avec Julien. Oui. Et d'une certaine façon, on parle aussi avec André Bloch, à travers les récits, l'écriture, ce que l'on connaît de lui. Et les potentiels invités. Et les potentiels Nathalie invités. a parlé. Donc c'est sur nos acteurs, ce sont ceux-là. Moi, je me posais des questions par rapport, plutôt à vous du coup, à l'évolution du projet, dans le sens où est-ce que l'idée, ce que vous vouliez en faire, par exemple, dans le premier concours de 2007, est-ce que cette idée-là, elle a évolué depuis aujourd'hui? Et un petit peu, je me demandais du coup, qu'est-ce qui l'a fait évoluer? Est-ce que c'était les résultats, par exemple, que vous avez eu dans le premier concours qui finalement n'ont pas été concluants et qui vous ont amené à réfléchir peut-être à autre chose, ou est-ce que c'est avec les architectes que vous avez ensemble évolué? Enfin voilà, je me demande un petit peu. Vous posez des questions et vous y répondez très bien. Non, tu peux peut-être développer le fait que l'idée de résidence de conversation est venue avec la discussion avec un artiste. Alors, au départ, effectivement, c'était la maison d'un collectionneur, au départ, et qui était à l'emplacement de la terrasse. Oui. Et c'est comme ça, il y a le livre, vous pourrez voir, dans le livre du concours, c'était ça. Après, effectivement, ça a évolué. J'ai aussi eu beaucoup j'ai réfléchi et j'ai été beaucoup intéressée par le travail de Franck Lebovici, avec, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un poète de documents, qui a écrit les formes de vie, les récits ordinaires, et qui travaille aussi beaucoup sur la conversation. Et je me suis dit, c'est intéressant de travailler sur une conversation que sur autre chose que sur une maison de collectionneur où on va mettre des œuvres, etc. Il y avait un sous-sol pour des vidéos, pour des conférences, et donc on peut penser ça autrement. Donc effectivement, ça a le projet a beaucoup changé, beaucoup évolué. Et la rencontre avec Anne et Jean-Philippe fait encore évoluer le projet aussi, puisque
m'ont convaincu, parce que je me rappelle avec Julien, si Julien voulait absolument faire la maison ici, tu te souviens, la maison là et ici. Moi, je pensais à moi et les enfants. Si j'y tiens, il faut 3 chambres. Et alors, j'ai un peu taquiné Anne et Jean-Philippe, je les ai un peu repoussés comme ça dans leur retranchement, et ils ont été convaincants très rapidement, quoi, parce que c'était logique, c'était intelligent de garder cette structure qui est aussi l'idée de le chemin d'André Bloch depuis le temps. Même si cette structure, quand Kethoff est venu, parce que avant on avait dit c'était du château, le Ricollet, finalement Kethoff un jour arrive ici et il dit mais c'est moi qui ai fait ça. Ça fait 10 ans que je cherche qui a fait ça. Il dit mais je l'avais fait pour André Bloch, pour le bas du jardin, et c'était à 3 mètres. Si André Bloch l'avait monté à 6 mètres, j'aurais fait autrement. Et c'est pour ça aussi que la tempête, elle l'a fait vriller. Mais donc, effectivement, de conserver les maquettes, de conserver cet espace et de créer encore un espace intérieur-extérieur. Complété, voilà. 2 espaces qui se rappellent, en plus. Plutôt que de refaire, exactement. Oui. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé, mais c'est les conversations qui font changer, en fait. Du coup, l'idée de conversation, elle date de ce projet avec vous? Ou est-ce que c'était du coup déjà Non, avant? c'était quand même déjà avant. C'était avec les discussions, avec Franck, les Bovici, c'était déjà l'idée de la conversation était là. Et puis comme Anne et Jean-Philippe ont proposé une serre pour faire pousser des conversations, c'était idéal. C'était à l'époque où Franck travaillait beaucoup sur les dispositifs de conversation. Oui, dispositifs de conversation. Il s'agissait d'en produire un nouveau. Voilà. Et d'ailleurs, en septembre, c'est Franck qui va être résident ici pour faire une autre conversation sur la conversation. Je voulais juste revenir sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, du lien dans l'architecture entre l'aspect technique et l'aspect sensible, entre l'aspect lié aux autres arts et toutes ces choses-là. En fait, je trouve ça intéressant la manière dont vous en parliez, parce que je n'arrivais pas vraiment à comprendre le lien avec le projet, parce que du coup, je ne connais pas parfaitement tous les projets que vous avez réalisés, mais j'ai pu en étudier certains des projets que vous avez réalisés, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même d'assez structurel régulièrement. Et ici encore, même si je comprends cet aspect lié à la nature et tout ce que vous avez dit est très clair, mais je me demandais en fait, est-ce que l'impression qu'on a quand on est ici, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez technique, tramé et clair, et c'est aussi le principe forcément d'une serre, et c'est rattaché à votre projet, mais je veux dire, dans quelle mesure cet objet qui est un peu une enveloppe pour cet espace technique qu'on a sur notre droite, avec qui répond au programme, et l'espace cuisine là-bas, enfin je veux dire, c'est quelque chose d'assez précis, clair, on a l'impression que c'est très technique, que ça pourrait être un tableau, et qu'il y a ces choses en plus très tramées qui dans un sens, tout est très évident, et en fait, du coup, pourquoi ce projet, par exemple, n'aurait pas pu être beaucoup plus structural et être une forme un peu comme un module, comme une structure, et je veux dire, ouais, pardon, alors je perds ma clarté, mais simplement, oui, c'est ça. Vous parlez de ce lien dans la sensibilité, et étant donné qu'on est dans ce contexte d'André Bloch et de tous ces éléments de sculpture, d'art, de mélange, ici on est dans quelque chose quand même d'assez technique, et dans quelle mesure ce lien se fait, et comment vous avez ressenti ça dans la création du projet? Encore une fois, je pense que la structure, la construction n'est pas opposée à la sensibilité, et nous, notre expression n'est pas l'expression de quelque chose de matérialisé, de sculptural, au contraire, c'est d'utiliser des éléments qu'on trouve efficaces et qui permettent de créer ici. Ce qui était important, ce qui est important avec les serres, c'est la légèreté de ces structures, parce que je pense qu'il n'y a pas un ingénieur aujourd'hui qui ferait une serre comme ça si on lui demande de la calculer. C'est bien parce que c'est issu d'un autre domaine, qui est le domaine de l'agriculture, où les normes ne sont pas tout à fait les mêmes, où les objectifs ne sont pas les mêmes, qu'on peut avoir des structures aussi légères. Donc
Donc c'est structuré, mais la structure, elle a pour but en fait au contraire d'être le plus légère possible pour que ce qui est l'objectif de créer un lieu de liberté et un lieu très ouvert en fait sur l'extérieur soit achevé, quoi. Donc c'est plutôt la structure elle est importante aussi parce que c'est ce qui permet la construction. Il y a la question aussi quand on construit, il y a la question de l'économie aussi qui est très importante et qui est un matériau aussi qui permet de réaliser aussi les projets. Donc je pense que structurer n'est pas obligatoirement quelque chose qui formellement a une forme spécifique. Marco Rojo, l'architecte qui a travaillé avec Anne et Jean-Philippe sur le projet. Juste une conversation qu'on avait eue à Montreuil, si vous vous rappelez, tout au début, et qui était cette idée qui est un peu ce que Jean-Philippe et Anne décrivaient de comment la maison fonctionne, dans lequel quand on essayait de créer le programme que tu décrivais de façon très structurée, très rythmée, nous, quand on discutait de ces programmes, c'était imaginer une pièce de 65 mètres carrés pour regarder les étoiles, 65 mètres carrés pour dormir, 65 mètres carrés pour manger. Donc en réalité, ce n'était pas un programme conventionnel ou standard. Donc en fait, les côtés non standards et qui met en relation avec les blocs ne venaient pas forcément de quelque chose d'exceptionnel ou préfigé. Donc par rapport à ce que tu disais, Julien, de dire c'est un assemblage, un ready-made. Comme Anne le précisait avant, c'est une conséquence de cette discussion qui a eu lieu dans laquelle on parlait de comment se protéger quand on est ici, quand on s'éloigne, quand on est entre les arbres. Quand on était venu en mars 2020, on s'est croyé au Brésil. En réalité, il y avait tellement et c'était le moment où le Covid a commencé à éclater. Donc en fait, toutes les discussions étaient vraiment sensibles par rapport à ce que tu disais. Et en réalité, on fait ces projets. Donc il n'y a pas cette opposition n'existait pas, et l'exceptionnel ou les non-standards, ils venaient du fait d'assembler des choses de manière naturelle et sensible. Donc en fait, je pense que cette question pour moi, est-ce que je me rappelle, on parlait les écrits des Pérec qui décrit si je me lavais à Saint-Sulpice, je dormais au Père-Lachaise. Donc en fait, il habitait Paris, partout, les pièces de sa maison étaient à descendre à Paris. Donc ici, c'est un peu ça. Et quand on venait au chantier, on ouvrait les portes, parfois les ouvriers sortaient, donc on s'est retrouvé avec Julien juste à regarder les sombres des feuilles. Ça paraît un peu ridicule quelque part, mais pour moi, il n'y a pas de distinction entre œuvre d'art et architecture. Je ne pense pas qu'on s'est posé la question comme ça pendant toute la discussion. Bonjour à tous, moi c'est Neil Mechaoui, je suis aussi en études d'architecture à Paris-Malaquais, aussi dans l'enseignement de Georgi et Sarah dans le cadre de l'exposition. Et puis en fait, au fil de la discussion, en fait, je me rends compte qu'en fait l'espace devient un espace à la fois qui dialogue avec le lieu, parce que comme on en parlait tout à l'heure avec Anne Lacaton, justement, vous disiez que ça sortait d'un catalogue, justement la structure en tant que telle d'une serre, et comment en fait elle se marie avec un paysage qui est très vert, et à la fois où on rencontre une matérialité très différente dans tout l'espace, du métal, de position d'étal en béton, de la brique. En fait, comment en fait tous ces matériaux, pour vous avez pu les transmettre et qui arrivent à appréhender le lieu. Et je trouve que ça c'est super surprenant en fait quand on arrive dans ce lieu. Ça fait un peu comme ma cabane au Canada, un peu un lieu retiré dans le jardin, mais qui en fin de compte a une fonction tout autant importante que la maison d'André Bloch. Et moi en fait plus j'avance dans l'analyse de l'espace et tout, c'est vraiment quelque chose qui me surprend. Et comment est-ce que vous le voyez vous en tant qu'habitante des lieux? C'est-à-dire comment vous appropriez l'espace en fait à la fois d'une maison d'André Bloch, dans la maison principale et la maison en tant que serre, en fait, la différence entre les deux, en fait, et comment en fait ça se marie dans le paysage, parce que c'est très surprenant cette différence qu'on a. Moi, je trouve pas ça tellement différent. C'est drôle, hein. Je trouve que c'est une suite, une continuité. L'utilisation des matériaux, tu veux dire, le métal, les constructions, métal et verre. C'est pas placé au même endroit aussi. Oui, c'est ça, on est un peu loin. Et puis bon, c'est pas un habitacle. C'est même si on veut nommer ça. Je n'ai pas dit habitacle, moi. Voilà, c'est pas une œuvre d'André Bloch. C'est justement ce que j'appréciais, c'est que ça soit quelque chose de complètement différent, de très léger. Et pour moi, ça c'est évident, c'est minimaliste. Ça correspond. Il y a un dialogue entre la maison dans laquelle vous habitez, plus cette vie, l'autre mode de vie.
Parce que c'est aussi la maison où on habite, il y a beaucoup de verre aussi. Il y a une vision comme ça sur l'extérieur, comme ici. Bon, ici, on est beaucoup plus dans la nature. Il n'y a pas de mur. C'est aussi la magie de la... Enfin, c'est vrai que nous, la serre, c'est quelque chose que, depuis le début de notre travail, on a travaillé avec les serres. Au début où on travaillait, on allait tous les ans à Agen, au salon interprofessionnel des fruits et légumes, pour comprendre tous les systèmes agricoles, horticoles, etc., qui nous passionnaient et avec lesquels on sentait qu'à l'époque, c'était où on travaillait sur cette maison très, très économique qui était la maison La Tapie, où il fallait trouver des systèmes très simples, très peu chers, très efficaces, pour contrôler et utiliser le climat. Et après, on s'est toujours intéressé aussi aux serres des jardins botaniques, à toute cette période où il y a des jardins botaniques avec des objets d'une très grande finesse dans lesquels on faisait venir des plantes de l'autre bout du monde et on les acclimatait. Donc c'était comment on va accueillir cette plante et lui donner la température précise qui fait qu'elle va se sentir presque comme chez elle. J'ai toujours trouvé ça très très beau, les jardins botaniques dans les villes, parce qu'effectivement c'est un endroit d'accueil de choses fragiles et de conservation de ces choses fragiles. Et la serre, elle a cette qualité-là. Cette qualité-là d'être en rapport avec le climat, avec la nature. C'est vrai qu'on pourrait ouvrir le rideau et on verrait l'ombre des feuilles sur le sol qui bouge avec un peu de vent, mais s'il se mettait à pleuvoir, on aurait l'impression qu'on va se mouiller, sauf qu'on ne se mouillera pas, parce que, et même s'il grêle, et je me rappelle dans la maison La Tapie, les enfants, dès qu'ils se mettaient à grêler, sur la serre, ils y allaient, parce qu'ils voulaient entendre le bruit, ça faisait comme un tambour. C'est joli aussi, là, le bruit de la pluie ici, c'est très joli. Et c'est tout ça qui est vraiment magique avec les serres. Et pour nous, la serre, c'est pas forcément la serre plantée au milieu des champs. Dans la façon dont on l'utilise en architecture, c'est toujours un objet complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe, il y a une situation existante et on vient rajouter une serre. Et cette serre, parfois elle est accolée à la maison, parfois elle est sur la maison. Ici, elle est à l'autre bout du jardin contre la clôture. Mais c'est toujours ce dispositif qui dialogue avec le jardin, qui est très beau, avec les feuilles, avec les arbres et avec le climat. Et faire en sorte que finalement, le climat... Et c'est pour ça que cette histoire de chauffage, elle est vraiment importante. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va avoir un petit peu froid, un moment où on va avoir un petit peu chaud, mais on ne sera pas dans ce climat standard qu'aujourd'hui, quand on fait de l'architecture, on veut nous vendre systématiquement. Voilà, et qui vient aussi des Américains, la climatisation, les gaines de ventilation, etc. Tout un tas de choses qu'on n'aime pas et qui malheureusement... on était obligé de jouer avec ces choses-là pour trouver d'autres systèmes. Il y a une sorte de façon de vivre en harmonie avec la nature, en ayant un peu froid, en ayant un peu chaud, et finalement en s'apercevant que 90% du temps, on est très bien. C'est ça, c'est ce qu'on a dit, il faut jouer le jeu de la serre. Et effectivement, j'ai joué le jeu de la serre. Je voulais bien répondre à un point sur la question de Neil, ça. Oui. C'est malgré tout cette serre, pour moi qui ai habité la maison, répond quand même à un manque de la maison. C'est-à-dire la maison, elle est très agréable, mais elle est très ouverte. Il n'y a pratiquement pas de porte, il n'y a que des fenêtres. On peut pratiquement se voir les uns les autres vivre dedans en permanence. Ce qui produit du coup de la fusion familiale un peu permanente et qui parfois, quand on est adolescent ou jeune homme grandissant ici, voilà, manque un peu d'échapper. Et je suis très content que cette maison, parce que maintenant on peut se retirer un peu, même de la famille un peu, se retirer de la famille et s'isoler un peu ici et être à son rythme en fait, et moins dans le rythme collectif que la maison d'André Bloch, elle, favorise en permanence. On est obligé de trouver toujours un rythme commun
et qui est parfois difficile. Moi, j'avais une question un peu dans le même thème de la relation entre la serre et les habitacles et le travail d'André Bloch. Parce que ce que je trouve assez intéressant avec cette serre, c'est la surprise qu'on a tout au long du jardin, où quand on monte, on voit le premier habitacle qui est un peu massif et on ne s'attend pas forcément à le voir. Ensuite, on continue, il y a le deuxième que pareil, on ne s'attend pas à voir, qui est très massif. Et ensuite, quand on arrive ici, au final, on tombe sur cette serre qui, du coup, est un peu en opposition, parce qu'elle va être très légère. Et au lieu de cacher un peu des espaces, elle va en fait nous montrer l'espace à l'intérieur et complètement libéré. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'était un objectif d'être en opposition avec ces habitacles ou est-ce que c'était juste une conséquence de toutes les choses que vous avez expliquées avant? Et ça mène aussi à une deuxième partie de ma question qui est, au niveau de la conception, est-ce que le fait de travailler sur un site d'André Bloch et donc forcément d'être un peu en comparaison avec les œuvres d'André Bloch et tout son travail, est-ce que ça change la façon d'approcher le projet, de savoir qu'on va être comparé à ces œuvres-là, ou est-ce que c'est vraiment comme n'importe quel projet, peu importe où il est et par rapport à quel artiste il va être comparé? Enfin, pour moi, la réponse avec la serre, il n'y a pas de... On n'a pas à intervenir on sait que les habitacles existent et que ça répond à un travail, une réflexion d'André Bloch bien précise. Mais en l'occurrence, la serre elle est plutôt là pour répondre à la question de cet espace de discussion par rapport à la totalité du jardin et par rapport au fait qu'il y a un certain nombre d'objets insolites qui sont les habitacles, au milieu, comme d'autres sculptures, au milieu du jardin. Donc c'est essayer d'étendre l'espace de vie au maximum du terrain et toujours en soulignant l'importance de ces objets habitacles qui sont entre la maison et ici. C'est ça que je trouve que chaque lieu, en fin de compte, et sa singularité aussi. Hein, je pense qu'il ne s'agissait pas de... Oui, non, il n'y avait pas d'intention ni de fabriquer ni d'être contre, ni d'être un objet complémentaire, mais d'être authentique au moment présent. Voilà. Donc, alors effectivement, il y a un enjeu supplémentaire qui est l'historique de ce lieu, mais à un moment donné, c'est pas un poids permanent non plus. C'est à un moment donné, on s'échappe de ça et on se dit bon, il y a une question qui est posée, il y a un endroit, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Mais c'était aussi, je pense, peut-être qu'on peut revenir au moment de ce concours il y a 10 ans. C'est vrai qu'on s'est aussi posé la question. Il y a eu ce concours, il y a eu 6 architectes qui ont proposé des projets. Et je pense qu'au moment du concours, probablement ces réponses de ces architectes, elles étaient plus dans une relation avec les habitacles. Voilà, alors qu'assez vite, on s'est dit, nous, il ne faut pas qu'on soit dans ce jeu-là. Il ne faut pas qu'on soit dans ce jeu-là. Qu'est-ce que ce serait votre endroit le plus sensible, qui vous touche le plus dans cet ensemble? Et c'est peut-être compliqué, hein, ou qu'est-ce que c'est vos endroits de refuge ou de... On va faire une réponse de Normand. Oui, c'est ça, ouais. Parce que moi, bon, d'abord, je ne vis pas tellement au superlatif. Je n'ai pas le meilleur endroit où je suis. Quand je viens ici, c'est pas compliqué, j'ai plus envie de partir. Voilà, quand je viens dans la serre, j'ai envie de rester, il y a de bonnes vibrations. J'aimerais bien y dormir davantage, mais bon, c'est un peu plus, pour des raisons personnelles, c'est un peu plus compliqué. Mais je suis bien dans la maison, en bas, je suis bien dans l'atelier, je suis bien dans ma chambre, je suis bien dans le jardin. Quand je monte dans la tour, aussi, je m'échappe. Dans l'habitacle, c'est un lieu aussi un peu de méditation. Je suis bien partout. Ça me va. C'est le bonheur. Ouais. C'est vrai, je pense qu'il n'y a pas de... On peut pas dire qu'on est mieux quelque part ou... Ça dépend des moments aussi. Et puis ça dépend des moments, oui. Et toi, je crois que c'est ça la richesse d'un lieu, d'une architecture aussi, c'est quand, en dehors de tout standard, c'est quand elle peut offrir comme ça des lieux très différents où on peut se déplacer, où on peut se sentir libre, se sentir bien. Non, je suis assez d'accord. C'est un nouveau lieu qui étend le domaine possible de l'habitable. Donc c'est une option supplémentaire qui du coup, évidemment... Alors peut-être un point, c'est que c'est vrai que maintenant que cette serre est là, alors voilà, je vais répondre comme ça, eh bien on est amené à beaucoup plus parcourir le jardin.
Parce qu'on est amené... En fait, une fois qu'on est à la maison, compris dans les activités familiales avant, le jardin, on finit... Regardez, quoi. Ouais, voilà, on regarde. On regarde de l'extérieur, la baie vitrée s'y prête, et ça devient un tableau. Alors que là, maintenant, on marche davantage dans le jardin. Je suis amené à monter beaucoup plus, parce que maintenant, quand je viens à la maison, je préfère dormir ici. Et donc, voilà, je pratique davantage le jardin, c'est sûr. Et ça, c'est vrai que c'est agréable, parce que c'est l'incitation qui manquait, finalement, pour s'y promener, et pas simplement en le cadre d'une visite de gens qui viennent découvrir la maison, à laquelle on fait faire le tour. Là, on est seul, et on le pratique dans la quotidienneté, le jardin, pour des raisons pratiques, en fait. Et ça, je trouve ça très agréable. Mais c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec notre travail. Souvent, on nous dit, vous faites un bâtiment, quelle forme il a? C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ces mécanismes d'entrée, de passage d'un étage à un autre, de progression, etc. Mais finalement, la forme, c'est presque la limite. On essaie de toucher la limite. Donc c'est par exemple à l'école d'architecture de Nantes, c'est la limite réglementaire. C'est-à-dire que le bâtiment, il ne pouvait pas être plus haut par rapport au retrait, par rapport aux rues, par rapport à la hauteur, par rapport à la maison du Cap Ferré, c'est pareil, il y a des arbres qui traversent une maison, mais la maison est précisément à 4 mètres du voisin d'un côté, 4 mètres du voisin de l'autre, 20 mètres du domaine maritime, et puis après, et à 6 mètres de haut par rapport au pilotis, et puis 4 mètres de plus pour la maison habitable. On est toujours dans cette question d'aller étendre l'espace habitable au maximum de ce qui est possible, que ce soit pour une école. Et ici, on est allé aussi chercher la limite. Voilà, on est allé chercher la limite du terrain pour créer ce que tu dis, ce cheminement supplémentaire. Moi, j'aimerais bien qu'Yves nous raconte un peu son expérience dans la serre, puisque tu as dormi, tu as fait des recherches pour créer un tableau. Peut-être nous raconter ce que tu as fait, quoi. Il a dormi. Non, mais quoi, il a bien dormi. Non, mais t'as pris des photos aussi qui sont passées mais j'ai fait un peu comme raconte Jean-Philippe, j'ai fait comme d'habitude. J'ai fait comme ce que je fais depuis 30 ans avec les tableaux d'immeubles. Puisque je suis peintre et seulement peintre. Enfin. Et enseignant aussi. Enseignant, ouais. Enfin, bon. Mais. Non, oui, j'ai fait comme d'habitude. En fait, Parce que nous, on connaît pas tes habitudes. D'accord. Ça veut dire que tu habites dans une serre, alors. Oui, c'est ça. Exactement. Non, j'habite comme dans une forêt. Actuellement, j'ai fait... Vous êtes passé à l'atelier, il y a des tableaux de forêt, ce qui est pas très habituel pour moi, donc je fais pas toujours comme d'habitude, puisque je change, mais j'avais dit, quand vous êtes passé, que j'aimerais bien trouver une situation dans une forêt. Eh oui. Et ben, je me suis retrouvé ici, comme dans la forêt, mais il y a 20 ans, quand j'étais invité dans des écoles d'architecture pour dire ce que tu veux me faire dire, je disais par exemple que moi, j'ai aucun problème à dire que je me promène dans les villes comme dans des forêts, et que je choisis pas vraiment les immeubles que je peins, enfin que c'est plutôt par sensibilité ou par intérêt, enfin plein de choses comme ça. Maintenant, je comprends mieux, ou je m'intéresse plus à ce que je peins peut-être, ou je l'aime plus peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais finalement, oui, je fais toujours pareil. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis. Donc c'était une promenade ici, en fin de compte. Oui, oui. Mais donc, ce que je pense, finalement, on tendrait, dans une conversation comme ça, et peut-être que ça réapparaîtra souvent, à différencier, et c'est pour mieux penser, art et architecture, où on arrive sans arrêt à parler de ça. Moi, je me dis sans arrêt, et en peignant la serre, donc, en faisant un tableau de la serre, qu'est-ce que c'est une vilaine expression à dire en peignant, enfin, donc en travaillant sur ce tableau, qu'en fait, la grande... finalement, il y avait une chose qui se disait peut-être pas assez, ou alors ça se dit complètement, mais l'art de la peinture, ou l'art peut-être de raconter, et l'art de construire, et l'art d'habiter, en fait, il y a art quand ça excède sa fonction. Et on a parlé beaucoup de fonctionnalisme et beaucoup de choses. Mais ça se passe exactement la même chose pour un tableau. Moi, j'ai toujours pensé qu'un tableau, c'était une personne, et que le tableau me parle. Donc déjà, il y a conversation. Je pense que, par exemple, dans les salons, autrefois, les tableaux, c'est des endroits devant lesquels on parle.
Et là, si ça excède sa fonction, c'est pas une fonction décorative, c'est pas une fonction d'être un objet à vendre dans une galerie, c'est pas une fonction d'être un objet pour connaissance dans un musée. Quand il y a vraiment, enfin, quand c'est de l'art, ça excède sa fonction. Et c'est au spectateur d'y être sensible. C'est au spectateur de faire un peu attention, de laisser la place peut-être au tableau, j'en sais rien, moi. Donc là, finalement, qu'est-ce que je fais à chaque fois? J'essaie de m'effacer et de comprendre ce qui pourrait être de l'art dans une serre comme ça. Et peut-être, et je crois que dans le tableau, on est d'accord, je montre pas mal le ciel, finalement. Hein. Le tableau est carré, parce que tous mes tableaux sont carrés, donc il y a beaucoup de place pour évacuer le ciel, enfin pour le montrer, quoi. Mais ce qui est étonnant quand même dans tes tableaux, c'est qu'ils montrent plus que ce qu'on voit. Merci, mais je ne sais pas, mais... Ça incarne. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans le tableau qui incarne. Oui, non, mais je pense qu'il travaille beaucoup avec des photos. Une expression. Mais précisément, c'est comme si le tableau, c'était 1000 photos. Parce qu'il en fait des tas. Et puis il fait des petits dessins. Et finalement, dans le tableau, il y a l'accumulation de tous ces regards, de tous ces instants, de tous ces moments. Ce qui fait, moi, c'est ce qui nous a intéressés, et comme ça qu'on est à ton travail. C'est-à-dire, pourquoi une barre de banlieue, tout le monde la trouve vilaine? Mais parce que personne ne prend suffisamment de temps de la regarder. Et Yves, quand il se met devant un immeuble de banlieue qui est en crépi grisâtre, avec les fenêtres toutes pareilles, mais tout d'un coup, il y passe des matins, des soirs, des après-midi, des mois. Il ramène ça à son atelier et il retranscrit tout ce qu'il voit, c'est-à-dire la vieille dame qui passe le matin et qui est rentrée par cette entrée, telle fleur qui fleurit à un moment donné, tel oiseau qui est à cet endroit-là, telle personne qui ouvre le rideau pour regarder ce qui se passe en bas. Et donc, tout d'un coup, il fait un travail dans lequel, au bout de la chose, il aime ce qu'il regarde. Et je pense qu'à partir du moment où on aime, ça veut dire qu'on a pris suffisamment de temps, qu'on a pris suffisamment d'attention par rapport à quelque chose, et que tout d'un coup, ça devient beau, presque automatiquement. Ou alors, on a pris assez de temps pour connaître et comprendre, enfin, pour essayer de s'intégrer. Et là où je suis touché aussi, donc ici, quand j'ai fait le tableau, j'étais à l'intérieur, mais c'est un tableau qui parle autant d'intérieur que d'extérieur. Mais dans l'histoire de mon travail, en fait, le récit que tu fais du rapport intérieur-extérieur et de cette indissociabilité, qui est un vrai problème en architecture, en fait, parce que quand on est à l'intérieur, on a tendance à oublier l'extérieur. Enfin, c'est seulement l'habitant qui n'oublie pas, qui sait le chemin qu'il a fait pour aller de je ne sais où, et qu'il le sait intimement, on pourrait dire, qui en fait quelque chose, même peut-être s'il y réfléchit un petit peu, et il faut souhaiter qu'on se donne parfois le temps d'y réfléchir, il excède aussi sa fonction d'habitant, et je pense qu'il dépasse l'espèce de moment où on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, c'est le moment quotidien, j'ouvre le frigidaire pour prendre un objet frais, enfin pour prendre un aliment frais, et parce qu'il a été conservé par le frigidaire, et le frigidaire a bien sa fonction, mais en fait ça excède sa fonction quand on oublie ce quotidien de ces gestes qu'on fait qui ont une pure fonction. Eh bien, si on oublie ça, enfin si on passe à autre chose, à une dimension artistique, à l'art, eh ben, ces gestes quotidiens prennent une autre dimension, excèdent la fonction. Enfin, c'est un peu bête, j'essaye presque d'être pédagogique, mais il se trouve que cette chose était très claire quand j'ai peint le tableau. J'ai fini, en finissant ça et en trouvant les moyens d'être le plus précis possible pour marquer la lumière qui venait de l'est. J'ai voulu faire le matin, j'ai voulu faire le tableau au petit matin. J'ai voulu faire le tableau à 7 heures. Enfin, les photos que j'ai faites me réveillant, j'ai voulu capter la lumière du petit matin. Donc c'est vraiment le tableau, c'est vraiment le petit matin, c'est vraiment la lumière de 7 heures. Ah bah oui. C'est pas la lumière de plusieurs instants, c'est pas la lumière d'une histoire aussi. Au moment d'être là. En tout cas, la réalité du tableau, c'est... Mais par exemple, c'est assez intéressant, parce que finalement, tout ce que disait Jean-Philippe à l'instant, c'est l'idéal. Moi, il fait un peu le travail de Jacques Ondat. Moi, je suis incapable
de présenter aussi bien la femme qui a son rideau, la vieille dame qui va ouvrir sa porte en entrant dans la résidence ou dans l'habitat. Enfin, je suis incapable. J'ai longtemps été incapable de peindre à la fois le végétal et l'architecture. J'ai longtemps été... En fait, tu décris un idéal, mais je suis très très loin de cet idéal. Oui, mais c'est important de décrire l'idéal, parce que forcément, là, je pense que les choses, elles se font à partir du rêve. Vers quoi tu tends ? Donc il faut rêver les choses en permanence et les faire plus belles qu'elles ne sont, pour effectivement travailler à partir d'elles, continuer, les faire continuer à vivre. Et c'est ça qui est important. Enfin, pourquoi nous, on se bat depuis 20 ans contre ces projets de démolition, c'est parce qu'on ne regarde pas, on ne cherche pas à s'intéresser. Pourquoi on se dit qu'il y a juste des trafiquants ici, et puis ça s'arrête là, quoi. Voilà. Et il y a un trafiquant alors qu'il y a 300 personnes qui vivent là sans trafiquer. À partir du moment où on rentre, on parle avec telle dame, avec tel monsieur, qu'on comprend pourquoi le pharmacien, tout ce qu'il essaie de faire depuis 10 ans pour essayer de régler les problèmes sociaux du quartier, petit à petit, on va aimer l'endroit. On va aimer l'endroit et on va faire avec, et on va travailler avec. Voilà. Et c'est ce regard-là qui est important, et c'est ce regard qu'on peut avoir en tant qu'architecte. C'est pour ça que l'optimisme, c'est les jeunes architectes, parce qu'ils ont cette sensibilité-là, ils ont cette curiosité-là, ils peuvent aller sur place, ils ne vont pas rester dans leurs agences à attendre qu'il y ait une commande. Ils vont voir là où il y a des problèmes et essayer de voir comment ils peuvent les résoudre. Voir les problèmes, mais avant tout, voir ce qui est bien. Parce que si on commence par ne regarder que les problèmes, on s'arrête aux problèmes et on ne cherche qu'à régler des problèmes et on oublie ce qui est bien et qu'il faut conserver, qu'il faut garder. Quand on est venu dans ton atelier la première fois, moi je savais qu'on ne se connaissait pas, hein, c'est Anne et Jean-Philippe qui nous ont introduits à son travail. Et c'est vrai qu'on a été frappés en entrant dans cet atelier avec tous ces tableaux de forêt. On avait l'impression d'être déjà dans la serre, en fait. Parce que c'était très étonnant, et ça nous a transportés immédiatement dans la serre, puisque c'était autant de fenêtres ouvertes sur des jardins, sur une forêt qui plastiquement ressemble à la forêt de Meudon, ressemble à ce jardin, etc. Donc c'était très étonnant. Et inversement, dans le tableau que tu as fait, dont je n'ai vu qu'une image sur le portable, hein, donc je ne l'ai pas encore vu en vrai, moi ce que j'ai beaucoup apprécié immédiatement, c'est que dans les reflets des vitres, on voit l'intérieur. Donc quand on regarde l'extérieur, la forêt à travers ton tableau, où tu as peint les vitres qui donnent accès à la forêt, eh ben on voit le reflet de l'intérieur de la serre dedans. Et j'ai tenu à ce que cette porte soit ouverte pour qu'on ait quand même une différence entre la partie reflétant ou la partie intérieure avec ces jeux et la partie où on va vers... C'est très sombre dans le tableau parce que c'est le matin et que tout est sombre à l'extérieur, mais j'ai tenu à ce qu'il y ait cette petite différence de transparence, en fait. Tout à fait. Voilà. Mais bon, c'est une... Mais quelqu'un m'a fait la remarque, une des premières... Enfin, je ne sais plus du tout qui, mais ça m'a marqué, que ces tableaux de forêt, c'était en fait la continuation, parce que je fais de plus en plus d'intérieur, ce qui n'est pas forcément pour moi une facilité, mais... que c'était encore un intérieur. C'est bizarre, des gens m'ont fait remarquer que... Enfin, quelqu'un de sans doute assez sensible m'a dit « mais c'est encore des intérieurs ». Bon, ok, je prends. Ça m'a fait réfléchir. Comme quoi, les tableaux, c'est des lieux de conversation. Puis, de toute façon, un atelier ou une serre, c'est sans doute un endroit où on réfléchit à son travail et où on regarde son travail grâce aux autres, avec le regard des autres. En fait, c'est une scénographie, un peu comme là, tu cherches la question d'une scénographie. L'atelier, c'est une scénographie pour réfléchir à ce qu'on fait. Enfin, pour regarder son travail et le disposer et le montrer à d'autres pour regarder son travail. Donc, ça fonctionne. Je voudrais remercier tout le monde d'être venu. Anne, Jean-Philippe, Yves, tous les professeurs de Sarah, l'école d'architecture de Kemalake, avec qui on est très content de travailler sur ces conversations, et on espère que voilà, qu'il y en aura d'autres avec d'autres professeurs, d'autres étudiants, ou les mêmes. Nos amis de Berlin. Voilà, les amis de Berlin. Voilà, nos amis de Berlin, effectivement.